Habitat International Health Coalition et la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU, l'Organisation Mondiale des Gouvernements Locaux. L'idée, c'était de porter dans le cadre du Forum des peuples la question du droit à la ville. Ça nous a semblé très important parce que dans un monde qui s'urbanise, on annonce dans 20 ans à 70% urbain. Les villes sont les principales émettrices de gaz à effet de serre et en même temps, la façon dont ce monde s'urbanise, c'est-à-dire à partir du paradigme de la ville compétitive, nous semble non viable, non soutenable. Et donc on a voulu porter ce débat sur le droit à la ville comme une alternative possible et soutenable pour l'urbain. Voilà, donc merci d'être là. On a des intervenants du monde entier, on aura 2 tables rondes. Et je vais aussi vous dire qu'on fait partie de la plateforme globale pour le droit à la ville, qui est une organisation, une plateforme qui regroupe une centaine d'organisations du monde, de la société civile essentiellement, pour porter cette question du droit à la ville aussi bien au niveau local, mais aussi en vue du futur agenda urbain mondial, qui sera défini lors du sommet Habitat 3 à Quito en octobre 2016. Je vais laisser la parole à Gustave Massia qui va tout de suite lancer l'animation. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Nous sommes donc dans les mobilisations à propos de la COP21. Et donc aujourd'hui nous avons 2 tables rondes sur la question changement climatique et droit à la vie. Bon, alors comme vous voyez, il y a beaucoup de personnes très intéressantes et donc nous sommes obligés de mesurer le temps et de demander à chacun de ne pas parler plus de 5 minutes et d'avoir ensuite 2 minutes à la fin pour revenir ou conclure. Et donc je vais faire comme des personnes qui seront à la tribune, j'en suis sûr, et je vais parler très peu. Voilà. Donc ce que je vais vous dire, c'est que de fait, nous sommes confrontés à la question du changement climatique et la question du changement climatique nous amène à mettre en avant l'idée de la transition écologique, sociale et démocratique. Et je pense qu'il faut bien voir l'importance de lier ces 3 dimensions. Le changement climatique pose et nous oblige à poser de manière nouvelle la question notamment de la transition écologique. Le choix qui est fait, c'est qu'il ne peut pas y avoir de transition écologique sans transition sociale sur la question des l'égalité et du refus des inégalités et sur la question démocratique aussi bien dans chaque société et à l'échelle mondiale. Voilà. Et donc, c'est dans cette perspective que nous aborderons la question, notamment, de l'orientation principale qui se dégage, qui est assurer l'accès aux droits pour tous et l'égalité des droits. Et dans tous ces droits, justement, il faut les construire dans la nouvelle période, et notamment, le droit à la ville fait partie des droits qui sont à mettre en œuvre et à inventer en même temps. Et bien voilà, je ne serai pas plus long, je pense, que ce sera développé par les uns ou par les autres. Et donc, pour commencer, je vais demander à Augusto Barrera, qui était ancien maire de Quito, d'ouvrir ce débat. Muchas gracias y un gusto de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Voy a aprovechar los 5 minutos. Voy a comenzar diciendo que tengo la preocupación de que la forma en que se enfrente la problemática del cambio climático es estableciendo un listado de muy buenas prácticas locales que tranquilice mucho nuestras conciencias, pero que no modifique necesariamente el proceso general. Y creo que ese es un gravísimo peligro de seguir enfrentando eso desde una lógica de prácticas que no modifican la dinámica global. Y en este sentido, creo yo que la emergencia, la alerta de las implicaciones del cambio climático deben ser vistas en las transformaciones globales que la humanidad entera tiene durante los últimos 50 años.
Y eso básicamente en el caso de las ciudades está caracterizado, establecido, me parece a mí, por 5 grandes tendencias que en un minuto voy a plantear. La primera es sin duda el propio proceso de urbanización. Hace medio siglo este era un mundo básicamente rural, probablemente eso no se ve desde Europa, pero América Latina era un continente rural y por supuesto Asia y África también. Nos hemos urbanizado fundamentalmente en los últimos años. Eso implica sin duda modificaciones enormes en las formas de consumo, en las formas de producción, pero evidentemente en la concentración de formas espaciales nuevas. Grandes megalópolis, regiones metropolitanas, corredores, etc. Hay una nueva espacialidad que tiene como efecto fundamental una forma absolutamente grave de consumo del espacio. Si la población ha crecido por 2 o 3 veces, en algunos sitios la mancha urbana ha crecido 5 o 6 veces. Es decir, incluso ha sido más alta el crecimiento de la mancha urbana, provocando un modelo de urbanización absolutamente expansivo y depredador. La segunda tendencia que me parece clave es el proceso de globalización de la economía. Hace 40 o 50 años no teníamos este nivel de globalización, y entiendo la globalización sobre todo en relación a algunos fenómenos. Uno, claramente un proceso de gran centralización y concentración del capital. Todos los estudios muestran que estas últimas décadas hay más desigualdad en el mundo, y ese es un fenómeno insoslayable, un enorme proceso de concentración. Una reconfiguración de ese capital con los espacios. Hay un replanteamiento, digamos, la ubicación de el nuevo rol que tiene el espacio en la lógica de acumulación del capital, nuevas zonas que se incorporan, nuevas zonas que quedan absolutamente por fuera, el uso totalmente intensivo de energía. Ese me parece que es un elemento clave, y básicamente de un modelo y de una matriz de energía fósil. Es decir, son algunas características de este proceso de globalización, y sin duda un proceso de precarización de la economía y sobre todo de los trabajadores. Lo que asistimos ahora es a un mundo en donde tenemos no necesariamente relaciones estables salariales, sino un gran precariado planetario y unas clases medias que convergen en un modelo de consumo cada vez más agresivo. Entonces creo que esta segunda tendencia de la globalización es un elemento clave. Creo que una tendencia tercera tiene que ver con las transformaciones de la estructura institucional, y yo ahí tengo la gran preocupación de que esta institucionalidad que se ha construido en las últimas décadas, de supraestados, de regiones como la Unión Europea, etcétera, que sin duda, digamos, trasladan algunas competencias de los estados nacionales, no tiene en cambio una lógica de fortalecimiento del poder democrático que existe en los territorios. Yo creo que hay un debilitamiento de la soberanía de los territorios, y eso provoca que en muchas ocasiones el gran capital ponga a las ciudades a competir entre ellas. Entonces una ciudad compite con la de al lado por la que tiene menos reglas ambientales, por la que paga menos, una especie de dumping ambiental y social terrible. Competimos entre nosotros. Entonces me parece que es fundamental restituir una soberanía territorial, y creo que una tendencia es la disminución de eso. Un cuarto aspecto, una cuarta tendencia, son las transformaciones de las sociedades, y creo que claramente vivimos sociedades en donde las formas de agregación típicas, los sindicatos, los barrios, etcétera, pierden peso. Tenemos una sociedad básicamente de una especie de masificación individualizada. Y finalmente creo que la última tendencia tiene que ver con una diversificación de los patrones de urbanización. Hace 40 o 50 años había una buena urbanización del primer mundo y unas malas urbanizaciones en el resto del mundo. Hoy eso ya no es tan claro. Tenemos el fenómeno asiático, que es completamente nuevo. Tenemos el aparecimiento de pobreza urbana en ciudades europeas y una urbanización enorme. Creo que frente a eso, por lo tanto, hay que construir una agenda global y una masa crítica para enfrentar esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto, merci beaucoup. Et en plus, vraiment, 5 minutes, formidable. Bon. Mais le fond était quand même beaucoup plus important, justement, sur la question du modèle et par rapport à la globalisation que nous vivons. Et maintenant, nous allons demander à Sylvie, qui est conseillère municipale de la Plaine, de Plaine Commune, de pouvoir intervenir. Merci Sylvie. Vous m'entendez? Oui.
En fait, je suis conseillère municipale d'Aubervilliers et conseillère communautaire à l'agglomération Pleine Commune, donc en Seine-Saint-Denis. Alors je vais essayer d'éclairer le thème qui m'a été demandé d'aborder ce soir, qui est un thème à la fois stratégique, mais qui repose aussi sur l'expérience de Pleine Commune. Ce thème, c'est métropole polycentrique et durable. Donc c'est, rassurez-vous, pas technique, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord. C'est en fait une vision de la métropole qui s'oppose à celle qui se développe partout sur la planète, des métropoles excluantes, concurrentes, et dont on connaît les ravages qu'elles produisent sur la démocratie, les droits humains et sur l'environnement. Donc ce principe de métropole polycentrique revient pour nous à exiger la reconnaissance des villes périphériques, des banlieues, qui partagent certes au niveau planétaire des réalités très différentes, mais surtout point commun de subir, bien sûr, si aucune opposition ne l'empêche, les choix de la ville-centre dont on sait qu'elles produisent plus que jamais des inégalités. Donc cette revendication de polycentralité repose sur notre expérience. Je tiens à le dire, sur l'expérience de Pleine Commune, qui est pour moi récente, parce que je ne suis élue, que ce soit municipale ou communautaire, depuis peu de temps, depuis les dernières élections. Donc j'avoue que j'apprends beaucoup, et avec beaucoup d'espoir sur ce qui se passe au niveau, puisque mes fonctions à Pleine Commune concernent les relations internationales, sur ce qui se passe dans nos réseaux des collectivités locales, comme on dit en France, des pouvoirs locaux, comme on dit dans nos réseaux internationaux. Voilà. Donc pour présenter un peu Pleine Commune, certains connaissent, puisqu'on est en Seine-Saint-Denis ici, c'est une communauté d'agglomération, parmi les plus importantes, puisqu'elle compte 410 000 habitants, 9 villes populaires, très populaires, parmi les plus pauvres du pays, Aubervilliers, Saint-Denis, Ville-Saint-Denis, La Courneuve, Stein, Villetaneuse, Pierrefitte, Saint-Ouen, Épinay-sur-Seine, qui ont destin lié pour certaines depuis 14 ans, d'autres plus récemment. Donc des villes dont on parle en général, pour certaines d'entre elles, très très mal, et notamment dans la période, je pense à Saint-Denis, où un député, je pense que vous l'avez entendu, a osé dire que cette ville-là n'avait pas sa place en France, n'était pas une ville française. Voilà notre réalité de villes, de banlieues et de villes périphériques. Notre intercommunalité est une coopérative de villes. C'est un positionnement original puisqu'il dépasse le principe de mutualisation qui classiquement fonde les structures intercommunales. Pleine Commune est aujourd'hui un des espaces les plus dynamiques de l'aire métropolitaine parisienne, par exemple en termes de création d'emplois. Cela ne se produit pas évidemment sans contradiction puisque nous sommes face à un problème très très important qui est de faire que les catégories populaires qui habitent, qui travaillent, ne soient pas les victimes d'une métropole parisienne pensée pour la compétition mondiale entre métropoles globales pour le profit des dominants du capitalisme financier. L'histoire des villes de Pleine Commune, mais même si aujourd'hui tout l'arc politique français, sauf l'extrême droite, est représenté au sein de notre communauté, est celle de municipalités ouvrières, c'est-à-dire avec une identité forte, celle qu'on appelait autrefois la ceinture rouge, qui, aux portes de Paris, ont produit des espaces autonomes de revendication, de mobilisation, d'expression démocratique et de conquête sociale et de développement de services publics, pour être plus concret, et voilà. Elles se sont imposées du coup comme une centralité, c'est-à-dire que leur identité les a fait remarquables. Et elles ont offert aussi une visibilité démocratique, puisqu'on a remarqué que la force des autorités locales, des élus, plus celle avec le soutien des populations à l'époque, permettait de réaliser des grandes choses. Ce sont des villes en matière sociale, en matière culturelle, qui gardent même encore aujourd'hui, dans les difficultés qu'on connaît, une belle réputation de ce point de vue, même si elle est contestée, décriée par certains.
Aujourd'hui, si la région de Paris est l'une des plus riches d'Europe, elle s'affirme de plus en plus comme l'une des plus inégalitaires. Dans notre monde devenu majoritairement urbain, la métropolisation actuelle s'inscrit et contribue aux logiques dominantes de la globalisation où la seule centralité... C'est trop long. Non, c'est que 5 minutes sont passées. Ah, bah oui, c'est trop long donc. Non, pas trop long, mais c'est le temps qui est trop court. Ah. Voilà, bah écoutez, je sais pas quoi. Je vais essayer de résumer. C'est vrai que c'est un sujet un petit peu particulier qui nécessite qu'on le développe un peu. Rentrer sous cet angle-là, c'est pas très facile. Donc peut-être pour résumer ce que nous voulons dire, c'est que cette défense d'une centralité des périphéries, des banlieues, c'est un moyen pour nous d'affirmer le droit à la ville, de le faire vivre. C'est une stratégie, voilà, c'est une stratégie que nous défendons. Bon, je voulais dire d'autres choses, mais bon, peut-être que je vais en rester là et que je dirai d'autres choses par la suite. Moi, j'ai pas regardé le plan, je suis désolée. Merci beaucoup. Bon, excusez-nous. Je sais que c'est très frustrant, mais vous savez qu'aux Nations Unies, les chefs d'État ont 5 minutes chacun. Donc en 5 minutes, on peut développer une idée. On ne peut pas en développer beaucoup. Oui, voilà. Bon, donc, ou alors, il faudrait qu'on ne donne pas la parole à la salle, ce qui serait dommage. Bon, maintenant, Bachir Kanouté, de ENDA. Merci, bonsoir, pour ne pas épuiser les 5 minutes. Ah oui, je suis du Sénégal, j'allais négocier 5 autres minutes, mais bon. Alors, sur le thème, je voudrais prendre 2 repères. Le premier, c'est le récent sommet des villes d'Afrique qui s'est tenu à Johannesburg et qui a fortement insisté sur le rôle des gouvernements locaux et des États et la coopération nécessaire pour faire face aux effets des changements climatiques. Premier repère. Deuxième repère, c'est tout l'agenda qui va se négocier, qu'on appelle agenda 2063, lancé par l'Union africaine pour dire d'ici 2063, quel va être le futur des villes africaines, quel va être le futur des pays et sur quel nouveau paradigme il faut construire pour avoir des villes durables. Sur quel nouveau paradigme il faut insister pour que cette nouvelle citoyenneté qui est en train de s'exprimer puisse trouver sa place. Deuxième élément. En parlant de défis climatiques, je devrais dire que l'Afrique, quand on est en Afrique, vit une sorte d'injustice environnementale, puisque l'Afrique produit moins de 4% des émissions à effet de gaz de serre, mais 15 des 25 villes les plus touchées sont en Afrique. On produit moins, mais quand même on est plus impacté par les effets. Et cela entraîne quoi? Cela entraîne les inondations qu'on connaît en Afrique, la salinisation des sols, la salinisation des nappes souterraines, donc l'eau de boisson se raréfie, la destruction des terres, l'abandon de l'agriculture, la pêche. Et les acteurs qui étaient sur ces territoires, les acteurs qui étaient sur ces activités, dans les zones rurales, c'est eux qui vont se retrouver en ville, donc créant de nouveaux quartiers à la périphérie, comme elle vient d'en parler, occupant souvent des zones non aedificatives, des zones qui étaient destinées soit à l'écoulement des eaux ou alors destinées à l'agriculture et qui sont occupées, créant du coup d'autres formes d'inondation, donc d'autres formes d'agression des villes. Donc on est là dans un cercle vicieux dans un cercle vicieux. Alors, quelques initiatives au Sénégal, et bon, c'est des initiatives aussi qu'on trouve dans plusieurs pays, j'insiste sur le Sénégal que je connais le mieux, un projet étatique, une initiative étatique pour la gestion des eaux de pluie et les changements climatiques qui insiste sur l'implication des communautés pour l'élaboration de ce qu'on va appeler les plans d'investissement communautaire que les communautés élaborent pour prendre en compte les effets immédiats et les priorités d'action pour faire face aux inondations. Deuxième initiative que nous-mêmes, au sein de notre organisation ENDA, avons lancée, c'est comment articuler la participation citoyenne pour la planification, la budgétisation et la gestion des affaires locales avec une priorité accordée au changement climatique.
comment prendre en compte ces changements climatiques et pour lesquels on injecte 75 000 euros, j'allais dire dollars, mais 75 000 euros, pour que les communautés qui connaissent leur territoire puissent identifier les effets immédiats et les priorités à investir et à prendre en compte dans les budgets locaux. À l'échelle nationale, une autre initiative qui est la charte nationale de participation et d'inclusion pour faire face au changement climatique, qui est une charte aussi qui insiste sur la nécessité d'une coopération multi-acteurs. Il n'est plus question pour l'État de dire c'est nous seuls qui allons gérer ces questions de changement climatique et surtout les initiatives et les actions qui méritent d'être prises en compte. Mais nous sommes dans une dynamique où l'État va travailler avec les collectivités locales, mais surtout avec la société civile, avec les communautés pour faire face. Quelques recommandations pour terminer, j'en ai 3 ou 4. La première, c'est si on veut faire face au changement climatique, c'est important d'insister sur l'information, l'éducation et la formation des communautés. Deuxième, c'est fini? Très bien. Non mais, dire en 2 mots, deuxième point, la participation et l'inclusion sociale des communautés pour relier les priorités immédiates au plan à long terme. Non, ça va faire. Et troisième? Troisième, c'est important que les documents d'urbanisme intègrent les préoccupations du changement climatique. Il ne s'agit plus de traiter le changement climatique comme un point précis ou un point particulier à traiter à part, mais il faut l'intégrer dans des dynamiques de politique d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. Et le dernier, c'est le renforcement des capacités institutionnelles. Merci. Excusez-moi de cette course. Et bon, oui, ce n'est pas très drôle. Effectivement, nous allons demander à Amarante Hélène, qui est effectivement au centre norvégien de biosécurité, d'accepter de se tenir à sa minute. Ok, muchas gracias por invitarme a este panel. Yo soy socióloga ambiental. Mi trabajo consiste en estudiar precisamente el área de relación, de vínculo entre las sociedades humanas y el resto de la naturaleza. Entonces, lo que voy a explicar ahora en 5 minutos, si puedo, y perdonadme si hablo muy rápido porque tiendo a hablar rápido, es la síntesis de los retos que pone, voy a hacer una síntesis de los retos que pone el cambio climático para este siglo, de forma general y específicamente para las ciudades. Entonces voy a empezar haciendo un pequeño consenso de a ver cuál es la situación actual. Actualmente, a diciembre de 2015, estamos en un estado de verdadera emergencia climática. Vivimos en un mundo que ya tiene una media de 1 grado centígrado superior a la temperatura preindustrial. Y debido a la inacción política, que es lo que estamos viendo, es lo que estamos experimentando, es lo que estamos viviendo y estamos siendo testigos de ellos, todo apunta a que para finales de este siglo, para 2100, nos encontraremos en escenarios de subidas de temperatura de entre 3 y 4 grados centígrados. Las previsiones de este mundo, de un mundo de 4 grados centígrados, es un mundo terrorífico. Estamos hablando repito, de este siglo, de 85 años igual, la mi generación, la que viene o la que viene, no mucho más. El centro Tyndall, un centro en Inglaterra, resumió en 4 grandes